Mosaïque. Hamish, Refusnik, La Lot, Hops, Yaïn, Utopia, Mosaïque, Café, le podcast de l'Institut français d'Israël et d'Acadème sur les sociétés israéliennes. Utopia, Kibbutz, Café, Yaïn. Aujourd'hui, 20% de la population israélienne est originaire de la zone post-soviétique et le russe est la langue la plus parlée après l'hébreu et l'arabe. 1,5 million de personnes issues des différents pays de l'URSS au début des années 90 a profondément changé la société israélienne. Cette arrivée massive des Olim, les nouveaux migrants, souvent hautement qualifiés, va avoir de multiples répercussions sur le pays. Elle va contribuer à son avancée technologique, dynamiser profondément son économie, laïciser certains secteurs de la vie quotidienne et surtout bouleverser le rapport de force démographique auparavant favorable à la population palestinienne. William Berthomière est géographe, spécialiste des migrations internationales et directeur de recherche au CNRS. Il a étudié, sur place, en Israël, au début des années 90, ce phénomène migratoire. Si l'alia des Juifs soviétiques ne s'est jamais arrêtée tout au long de la période de la guerre froide, quand commence vraiment l'alia massive de ces populations ? C'est véritablement à partir de l'effondrement du bloc soviétique que l'alia massive, elle, va prendre place. Le départ de plus d'1 million, 1,5 million de personnes selon la période qu'on considère dans l'analyse. Donc en fait, cette alia, elle a toujours existé, elle a toujours été présente, et puis on peut la faire remonter à l'histoire des premiers mouvements sionistes, bien sûr, mais dans la période la plus contemporaine. Donc c'est vraiment cette période de la guerre froide qui marque cette histoire. Et cet événement, cet effondrement du bloc soviétique est la source d'un véritable séisme migratoire en Israël, puisque l'on va passer d'un flux qui était globalement de 12 000 olim d'Union soviétique en 1989 à plus de 180 000 ex-soviétiques qui vont entrer sur le territoire israélien sur la seule année de 1990. Donc sur la décennie 90, qui incarne le changement géopolitique majeur que constitue l'effondrement du bloc soviétique. Israël aura donc vu immigrer plus d'1 million d'ex-soviétiques. C'est d'autant plus faramineux que dans le même temps, il faut avoir en tête qu'Israël doit aussi gérer l'accueil de juifs venus d'Éthiopie. Et puis peut-être pour prolonger votre question, il faut préciser qu'aujourd'hui, la situation est évidemment tout autre, on n'est plus dans cette grande vague, dans ce grand séisme migratoire, mais il faut insister sur le fait que l'alia issue des États post-soviétiques, d'ex-URSS, reste encore aujourd'hui la première source d'immigration juive en Israël. Concernant la période des années 90, est-ce que vous pouvez nous dire d'où proviennent justement ces immigrants post-soviétiques ? De quel pays arrivent-ils majoritairement ? Il faut vraiment se rappeler de ce moment-là comme un vrai séisme migratoire. Les frontières tombent, on peut quitter l'Union soviétique. Et donc, en fait, chaque communauté va se mobiliser et se dire « Est-ce que je saisis cette opportunité, ce moment géopolitique, pour quitter le pays ?» Donc, en fait, toutes les localités sont concernées. Mais si on veut avoir une lecture plus fine, on peut dire que les régions occidentales ont contribué majoritairement au mouvement d'émigration. Et l'Ukraine était même le premier espace de départ vers Israël en 1990. Puis ça a été la Russie qui a pris le relais. Mais au-delà de la dynamique migratoire qui a concerné les grands pôles d'établissement de la diaspora en URSS, toutes les ex-républiques, toutes les capitales et agglomérations de l'ex-URSS donc, vont être concernées par cette immigration. Comme le Caucase et l'Asie centrale, là on peut voir une autre dynamique, c'est que ces départs ont pu rassembler la quasi-totalité de la communauté juive de différentes villes d'Asie centrale ou du Caucase. Donc là on pourrait dire, si on parlait rapidement, on est presque dans une situation d'aspiration de la totalité de la communauté, de transplantation d'une communauté juive en Israël. Certains îlots, des unités de recensement d'une ville comme Beersheva, par exemple, ont pu rassembler près de 70% de certaines communautés originaires, par exemple, de Tashkent ou de Dushanbe. Donc en fait, on voit qu'on a transféré de certaines villes d'Asie centrale la quasi-totalité de la population juive dans un seul et même quartier d'une ville israélienne.
Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, se reconstruit une géographie de la diaspora russe en Israël. אני קורא ספר, אני קורא את הספר, נכון? לנה. לחם שחור, כן. אתה אוהב לחם שחור ואני אוהב לחם לבן. גם הוא אוהב לחם לבן. Comment se préparait cette alia depuis l'URSS? Alors sur ce point, il est peut-être intéressant de rappeler que sur la période qui précède l'Alia post-89, les autorités soviétiques exigeaient que les membres de la communauté juive qui souhaitaient quitter le pays disposent de ce qu'on appelait un visov, une invitation, émanant d'un parent dans le but d'un regroupement familial, comme on peut le voir aussi en France, par exemple. Mais ces demandes qui transitaient par voie postale ont pu faire l'objet d'interceptions par les autorités soviétiques. Et chaque demande a pu avoir comme conséquence des mesures discriminatoires et punitives. Il faut rappeler quand même, pour exemple, que de nombreux soviétiques ou intellectuels qui demandaient leur droit au départ se sont vus exclus de leur emploi et empêchés de partir. On parlait alors des fameux réfusniks, dont le plus célèbre d'entre eux fut Nathan Sharansky, qui émigrera plus tard en Israël et qui aura une carrière politique au nom de la communauté d'ex-Union soviétique. Mais juste un complément à ce sujet, il faut rappeler aussi que la préparation de son départ et dans cette période post-89, elle a eu des répercussions fortes sur la communauté juive et notamment des répressions collectives que vont susciter les demandes de départ au début des années 70 notamment. Et ça va s'exprimer par l'éviction d'un grand nombre de juifs au sein des grandes écoles et des universités. Je vous donne un exemple pour mémoire, parce que ça me semble important. On a constaté entre l'année universitaire 71-72 et 77-78 une diminution de 40% du nombre d'étudiants juifs enregistrés dans les universités, justement dans ce mouvement de répression, de discrimination lié à ces demandes de départ. Alors en termes d'organisation logistique de l'ALIA, c'est effectivement l'agence juive qui va opérer le travail de mise en œuvre de l'émigration, au début à distance, et ensuite, à partir de 89 et de l'ouverture des frontières progressives, l'agence juive a mis en place un vaste réseau d'offices et de représentation sur le territoire soviétique afin d'organiser, dans les meilleurs délais, l'immigration d'un maximum de juifs. Et elle a poursuivi donc le but de couvrir la totalité du territoire soviétique et d'entrer en contact avec les communautés, même les plus isolées, comme je vous l'ai dit, d'Asie centrale, du Caucase. Et les grandes agglomérations sont donc les têtes de pont de cette organisation qui, depuis ses antennes, développent tout un réseau d'émissaires qui agissent à l'échelon des petites localités où résident des Juifs. Et en 1995, quand le dispositif d'aide à l'Aliyah est le plus structuré, on compte environ, si je me souviens bien, un peu moins de 90 émissaires de l'agence juive qui opéraient dans plus de 30 villes de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, et 500 responsables locaux coordonnaient l'émigration dans les villes périphériques. Et on peut affirmer que la rigueur avec laquelle l'agence juive a mis en place son réseau de représentation au sein du territoire ex-soviétique a permis à cette aliyah de prendre toute l'ampleur qu'on a pu connaître dans les années 90. שנים לחמנו וחלמנו שיגיע היום והמוני היהודים מברית המועצות יבואו לישראל. אני מאושר שהגיע הרגע שאנחנו רואים התגשמות חלום זה. ברוכים הבאים הביתה. דוברו פז'לבוד דמוי. Quelles sont les motivations, les raisons du départ de ces immigrants pour Israël? Et là, je préciserai quelque chose aussi, c'est que, en vous lisant, vous expliquez que l'idéologie sioniste est au final assez peu présente chez eux, chez les personnes qui sont interviewées à leur arrivée en Israël. Et vous allez également parler d'exode, dans certains cas plus que d'Alia. Cette question est complexe car il est évidemment difficile de réduire les motivations de plus d'1 million de personnes en quelques mots. On voit deux motivations principales qui sont très clairement exprimées. Premièrement, la volonté d'assurer un avenir meilleur à ses enfants. C'est la volonté première, la motivation première qui anime ces familles pour quitter l'Union soviétique et partir en Israël. La deuxième réponse qui avait été formulée, c'est la volonté de s'assurer une vie dans un environnement juif à l'abri des discriminations. Et là, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une large part de la communauté juive d'Union soviétique faisait l'expérience de discrimination au quotidien, dans la vie quotidienne et notamment dans leur exercice professionnel en termes d'évolution de carrière ou en termes d'accès à l'éducation et aux grandes écoles. Donc ça constitue la base de la motivation. Cette question des motivations, donc, elle s'est retrouvée mêlée à celle de l'intégration, des difficultés rencontrées par les immigrants pour s'intégrer dans le pays, dans les premières heures de leur arrivée.
et que les interventions politiques de cette communauté juive d'ex-URSS en Israël ont pu être interprétées comme celles d'immigrants peu empreints d'idéal sioniste. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et cette question doit être surtout pensée dans le temps long, et je crois qu'aujourd'hui, on peut voir que la question ne se pose plus dans ces termes-là. Cette communauté s'est intégrée dans le pays et ses motivations, au fur et à mesure de cette intégration, ont bien été celles de faire partie, d'être à part entière membre de la communauté israélienne. Il faut rappeler que la population israélienne était elle-même très mobilisée pour accueillir ces nouveaux olim. Il y avait une véritable effervescence dans le pays. Pour l'anecdote, à cette époque, quand j'empruntais le bus tous les matins pour me rendre à l'université ou au centre de recherche français à Jérusalem, les chauffeurs de bus avaient l'habitude de monter le son de leur radio quand les flashs d'information annonçaient l'arrivée d'olim venus d'une nouvelle ligne aérienne ouverte vers Israël. Je me souviens très bien être allé à la réception mise en place à l'aéroport Ben Gourion pour l'arrivée du premier vol venu d'Asie centrale. Tout le gouvernement était présent à la descente d'avion pour accueillir les premiers olim d'Asie centrale. J'étais assez surprise d'apprendre que cette politique d'Alia menée par le gouvernement israélien à destination des Juifs soviétiques a eu des répercussions directes en fait sur les liens diplomatiques américano-soviétiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? Ce point est très important, car on a oublié que le flux d'émigration juive d'ex-URSS a pu refléter la teneur des relations américano-soviétiques et donc voir l'arrêt des autorisations de départ données aux membres des communautés juives du RSS à certains moments du fait de tensions plus fortes dans ces relations américano-soviétiques. Et puis à l'inverse, en cas de réchauffement, comme on le disait à l'époque, on pouvait avoir un plus grand nombre de départs autorisés. En fait, l'invalidation globalement, si on ramène cette question à une échelle plus globale d'analyse, en fait, l'invalidation des projets géopolitiques de l'URSS au Moyen-Orient, du fait qu'Israël n'était pas disposé à devenir un satellite soviétique, a amené très rapidement l'URSS à entreprendre une politique de répression envers la communauté juive, et principalement envers son intelligentsia qui faisait connaître à l'Ouest son désir d'émigration et sa volonté d'émigrer. Et donc, dès lors, toute tentative de réchauffement dans les relations américano-soviétiques ont été conditionnées à la plus ou moins grande ouverture de l'URSS à l'immigration juive. Et à partir des années 70, la communauté est perçue comme une véritable monnaie d'échange. Pour chaque vague d'autorisation à l'immigration juive donnée par les autorités soviétiques, il est possible de mettre en parallèle un événement international en faveur de l'URSS, un accord militaire, un accord de transfert de technologie, de produits agricoles. Et ce jeu de la liberté contre un bénéfice pour l'URSS fut sur cette période la règle qui prédomina. Et pour exemple, les accords américano-soviétiques des années 70 sur la limitation des armes stratégiques, ce qu'on appelait à l'époque les missiles intercontinentaux notamment, ont été à l'origine de la première hausse d'émigration juive d'ex-URSS vers Israël. Et des grandes périodes géopolitiques ont pu effectivement constituer des véritables fermetures. La guerre du Kippour ou bien encore l'intervention soviétique en Afghanistan ont pour conséquence de fermer le pays à l'émigration juive. On va un peu parler aussi maintenant de l'arrivée de ces olim en Israël, où se retrouvent les Juifs soviétiques à leur arrivée en Israël. Toutes les localités sont concernées parce que le pays est littéralement submergé par cette vague migratoire. On parle de plus d'1 million de personnes et vous connaissez l'étroitesse de l'État d'Israël, la densité de son tissu urbain. Donc en fait, on a l'impression que le pays est littéralement submergé par cette immigration. Mais comme une large majorité de ce flux d'immigration, cette alia, est originaire des grandes métropoles de l'ex-Union soviétique, en fait, les nouveaux immigrants vont être tentés d'aller prioritairement vers les grandes villes d'Israël. La question de la politique du logement a joué énormément sur cette intégration spatiale des nouveaux immigrants. Mais encore une fois, ce sont principalement les grandes villes dans lesquelles on va retrouver ces nouveaux immigrants, puisque c'est aussi là où peut se faire avec une plus ou moins grande facilité l'intégration professionnelle de ces nouveaux immigrants, puisque vous le savez, c'est une immigration qu'on a caractérisée comme étant une immigration de très qualifiés, puisque ne serait-ce que dans les années 80, sur les années 90-95, on parle de l'arrivée de plus de 68 000 ingénieurs, de plus de 30 000 enseignants, 44 000 médecins. Enfin, c'est vraiment une immigration très qualifiée, donc elle ne peut trouver place
que dans les plus grandes villes d'Israël. Les primo-arrivants font face à un véritablement déclassement social. Alors, le paradoxe en Israël, c'est que ce déclassement social, il est donc lié au fait que cette immigration, on pourrait dire, est presque trop qualifiée, puisque si on cherche à trouver des proportions, le gouvernement israélien avait calculé que dans les années 90, en fait, les premiers temps de la vague migratoire avaient déjà amené un nombre d'actifs ex-soviétiques qui équivalait, par exemple, à pratiquement 70% de la force de travail préexistante dans le secteur scientifique, par exemple, ou dans le secteur de l'enseignement. Et dans le cas des secteurs liés aux métiers comme celui d'ingénieur, par exemple, la vague migratoire soviétique représentait une proportion qui équivalait à 195% de ce secteur en Israël. Donc en fait, c'était une immigration très qualifiée, et de cette manière, le gouvernement israélien ne pouvait qu'avouer dans les premiers temps qu'il était impossible d'absorber cette vague migratoire dans ces espaces de compétences professionnelles. Donc inévitablement, il y a eu un déclassement social qui s'est fait jour. Les primo-arrivants, les parents notamment, ont eu plus de difficultés. Et il faut regarder aujourd'hui comment cette intégration s'est faite au fil du temps, et notamment sur les secondes générations, etc. Et là, on voit que la situation s'est largement améliorée. Ce qui d'ailleurs différencie cette immigration des vagues qu'on a pu connaître précédemment en provenance notamment de pays comme d'Afrique du Nord, où en fait le déclassement social a concerné les parents, mais il a aussi perduré chez les enfants qui ont pu avoir un niveau de qualification plus faible que leurs parents. Alors que dans l'immigration juive d'ex-URSS, la situation n'est pas la même. Les enfants ont pu maintenir un niveau de qualification suffisamment élevé et accéder à des emplois qui sont plus en phase avec leur qualification, et notamment liés au fait à leur meilleure peut-être maîtrise de l'hébreu. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces difficultés rencontrées au niveau de l'intégration professionnelle n'ont pas été sans conséquence sur le plan politique. Face à ces crispations identitaires qu'a pu soulever leur immigration, les Juifs d'ex-Union soviétique ont été tentés par ce qu'on a appelé à un moment un repli communautaire. Et cette démarche collective a pris globalement deux formes. L'une a consisté à trouver refuge dans l'espace du cyrillique, comme on l'a pu le dire à l'époque, où les ex-soviétiques ont pu exprimer leur crainte et leur colère dans l'abondante presse qu'ils ont créée en Israël en langue russe. Et l'autre s'est traduite par le transfert de l'énergie communautaire en actes politiques, par la création d'un parti russe. Et donc 4 années ont été globalement nécessaires pour mûrir ce sentiment communautaire avant de le voir prendre forme sur la scène politique israélienne. Et le rassemblement qui s'est progressivement fait autour du Forum sioniste des Juifs soviétiques, qu'animait notamment Nathan Sharansky, a constitué à ce moment-là un réel incubateur d'un sentiment communautaire en réaction à ce déclassement social. Et sur la période 92-96, les dirigeants, notamment du Forum sioniste, ont su rassembler les immigrants autour de l'idée que la meilleure voie pour dépasser les désillusions et d'amener les Russes à l'intérieur même du système de décision politique, et donc en prenant part au jeu politique. Et cette prise de conscience était d'autant plus facile à diffuser qu'au lendemain des élections de 1992, les ex-soviétiques s'étaient sentis réellement dupés suite au refus de leur attribuer une représentation directe au sein du gouvernement, alors qu'ils avaient joué un rôle central dans l'accession au pouvoir des travaillistes en votant à plus de 60% pour la coalition de gauche. Donc en fait, on voit que toute cette question du déclassement social, de l'insertion professionnelle des primo-arrivants, des parents, etc., a eu des conséquences sociales, notamment en termes politiques. Et c'est à partir de ce moment politique, et plus précisément à partir des élections de 1996, qu'on va connaître la montée en puissance des partis russes, et notamment l'émergence de Israël Beiteinu, qui va être créé par Avigdor Lieberman. En parlant des répercussions politiques de cet alia, comment l'arrivée de cette déferlante migratoire va modifier le rapport de force démographique dans le conflit israélo-palestinien ? Il faut juste mettre en phase la dynamique migratoire que va connaître Israël au début des années 90 et la scène israélo-palestinienne à cette époque-là. À la fin des années 90, les grandes puissances mondiales vont convaincre le gouvernement israélien, et notamment son Premier ministre, Yitzhak Shamir, de revenir à une table des négociations avec les Palestiniens, et notamment c'est l'époque où le gouvernement israélien va accepter de se rendre à la conférence de Madrid en 1990, si ma mémoire est bonne, pour essayer de réengager un dialogue israélo-palestinien dans le but d'un accord de paix. Et cette vague migratoire prend place à ce moment-là,
Et donc elle va raviver au sein du gouvernement israélien l'idée que cette nouvelle vague migratoire, cette manne démographique que représente l'immigration d'ex-URSS et ce million de nouveaux immigrants, va peut-être permettre de freiner cette dynamique de négociation, puisque le poids démographique que va reprendre Israël dans cet espace israélo-palestinien va complètement changer. Et le gouvernement de droite se dit que c'est peut-être pas opportun d'aller plus loin dans des négociations de paix. Et donc c'est ce qui fait que l'immigration d'ex-URSS vient troubler l'économie de ces relations israélo-palestiniennes dans l'idée de revenir à une table de négociation en vue d'un accord de paix. Donc on voit que cette immigration a repoussé d'une certaine manière la discussion qui va prendre place plus tard entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Il y a eu aussi une crainte du côté des grandes puissances mondiales de voir cette immigration d'ex-Union soviétique être le support d'une nouvelle vague de colonisation des territoires occupés à l'époque. Et donc là, c'est effectivement un point qu'il faut peut-être aborder pour dire simplement qu'il n'y a pas eu une vague migratoire importante vers les territoires occupés. Nous retrouvons Sergio de la Pergola, démographe italo-israélien, professeur émérite à l'Université hébraïque de Jérusalem, pour continuer cet épisode du podcast. Quelles sont les spécificités de ces juifs soviétiques lorsqu'ils arrivent en Israël ? Et je préciserai que le terme juif soviétique renvoie, comme on l'a vu, aux juifs venus de Russie, d'Ukraine, du Caucase ou bien encore des pays baltes. Tout d'abord, vous dites bien quand vous faites ces distinctions, parce que parfois on utilise des schémas, des titres judaïsme post-soviétique. En réalité, l'Union soviétique était un pays très hétérogène. Quand on pense aux grandes villes du Nord, face aux régions asiatiques, et ce sont des situations effectivement différentes, soit du point de vue du développement général de l'économie du pays, soit du point de vue de la langue, des traditions et du rapport à la religion, sans doute. Donc il faut être très, très prudent, mais néanmoins, il y a aussi des traits communs, et donc ce qui avait dominé sans doute l'Union soviétique, c'était un profond processus de sécularisation, en large partie imposé par les conditions politiques de cette région. Et donc, il y avait une scission entre peut-être une façade officielle des communautés juives et ceux qui, de façon peut-être latente, continuaient à exister dans le cœur et dans l'âme des familles juives. Alors, de ce public, il faut tracer quelques traits distinctifs. Il faut dire tout d'abord un niveau d'instruction très élevé. Et une chose, on peut critiquer l'Union soviétique à bien d'égards, mais on ne peut pas nier que le niveau de l'école en Union soviétique était très élevé. Ensuite, très important du point de vue de la connaissance technologique. Et donc, là où il y a eu un grand boom économique en Israël au début des années 90 et à la moitié, ceci est dû à la rentrée, entre autres facteurs, bien sûr, la rentrée dans la force de travail israélienne d'une grande masse de nouveaux travailleurs très bien préparés, surtout engagés dans les professions techniques, et donc une poussée formidable dans le secteur de la technologie qui s'est développé et qui est devenu finalement le secteur guide de l'économie israélienne. Je pense que sans doute l'apport des Juifs, appelons-les ex-soviétiques, a été décisif à cet égard. Un ou deux autres aspects qui ont changé radicalement les arts, donc la musique, la performance dans beaucoup de terrains, là où il y avait aussi une culture bien enracinée, et aussi le sport, qui n'est pas négligeable. Le nombre de sportifs de bon niveau et finalement de médailles, y inclus les médailles olympiques que ces nouveaux Israéliens ont apportées au pays est remarquable et on continue à le voir maintenant. Israël, qui était déjà un pays très avancé à certains égards, a gagné énormément dans d'autres domaines et a fait un grand saut en avant et a rejoint
dirais-je, l'élite finalement des pays les plus développés. Israël est devenu finalement, à la fin des années 90, un des 20 pays les plus développés du monde du point de vue des indicateurs socio-culturels, socio-économiques, pas tellement le niveau de revenus, mais le niveau d'instruction et puis le niveau de la santé publique qui a sans doute en joui l'apport de beaucoup de docteurs et d'experts qui provenaient de ces pays. Et donc c'est pratiquement une révolution. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'arrivée actuelle de cette nouvelle vague migratoire de Russes et notamment d'Ukrainiens de cette zone depuis, on va dire, 2014 avec l'annexion de la Crimée et plus récemment 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Sans doute, quand on examine en détail le profil annuel des arrivées. Et donc, on essaye de voir quelle est la cause du fait que dans certaines années, il y a plus d'arrivées, dans certaines années, il y en a moins. Alors, il faut suivre attentivement les développements de la politique militaire, économique et autres dans les différents pays, dans les différentes républiques constitutives de l'ex-Union soviétique. Et là, il y a des coïncidences très claires. Clairement, l'opération en Crimée a causé une forte reprise de l'immigration, c'est-à-dire il y a une situation de pression et de danger, de forte déstabilisation. Je ne parle pas de ceux qui vivent exactement dans la région, mais en général, dans le pays, l'atmosphère devient plus dangereuse. Un des facteurs étant le service militaire obligatoire pour les jeunes. Il y a, je pense, une majorité qui n'aimerait pas mourir pour une guerre locale entre différentes zones de ce qui était auparavant l'Union soviétique. Et donc la guerre de Crimée pas la vieille guerre de Crimée fameuse, mais l'épisode plus récent a eu une influence. Mais ce qui est plus dramatique, c'est le 2022 et 2023, ce qui se passe maintenant avec l'agression russe en Ukraine. Néanmoins, l'effet est un peu paradoxal, parce que ceux qui ont subi dangereusement les conséquences, ce sont bien sûr les régions de l'Ukraine. Surtout, il faut ne pas oublier le fait que la plupart des Juifs d'Ukraine vivaient dans les régions avec une forte influence linguistique et culturelle russe. Donc c'est le Est, c'est le Sud, et sont les zones sous pression militaire russe. Et donc ce sont les régions les plus juives qui ont le plus souffert dans cette opération. Et donc on aurait pu penser à un exode complet des Juifs d'Ukraine. Une partie ont quitté, une partie ont essayé de se trouver un autre endroit, plutôt dans le nord-ouest, qui était apparemment au début un peu plus protégé. Beaucoup ont quitté le pays temporairement pour aller en Pologne ou en Allemagne, ou même en Roumanie, en Moldavie. Et bien sûr, il y a ceux qui sont venus en Israël et ceux qui ont essayé d'émigrer dans d'autres pays. Finalement, dans ces mouvements, Israël est le pays qui a relativement le plus d'arrivées, mais il n'y a pas de monopole. Ce qui est clair, qu'il y a encore une population, et je parle des Juifs d'Ukraine, qui est encore à la recherche d'une systémation plus stable. Et on ne sait pas quand et où et si cette chose pourra venir. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant est que le nombre de Juifs prédominant est celui des immigrants de Russie. Mais nettement. Et tandis que, de la perspective maintenant, nous sommes dans l'été 2023, l'immigration d'Ukraine a nettement diminué, c'est-à-dire c'est un peu complété. Il y a un certain nombre de personnes qui arrivent, mais très modeste. Le chiffre de ceux qui arrivent de Russie continue à être très élevé. Alors, c'est un paradoxe, car le danger est en Ukraine, en Russie. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je répète, d'un côté, la crainte du service militaire, mais il y a quelque chose de nettement plus profond, c'est-à-dire un éloignement du système qui, évidemment, je ne dis pas s'écroule, mais qui souffre une crise très profonde et multiforme et qu'il faut comprendre bien. Et donc, l'alia de la République russe a été nettement prédominante en 2022 et encore en 2023, même plus.
Cela dit, bien sûr, du point de vue strictement identitaire, nous savons bien que la loi du retour admet les familles étendues jusqu'à la 3e génération. Donc on peut être le petit-fils, la femme non juive d'un petit-fils non juif d'un juif. Ces gens sont admis selon la loi du retour. Et c'est une proportion assez dominante. À peu près les 2/3 des nouveaux immigrants ne sont pas juifs formellement du point de vue du rabbinat israélien, mais ils sont des citoyens israéliens à tout titre. Et je pense qu'aucun ne peut pas faire la distinction en rencontrant quelqu'un et disant celui-ci oui et celui-là non. C'est tout à fait impossible. Tout le monde fait les mêmes choses, participe dans la même société, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais ceci démontre indirectement, à travers l'observation de l'immigration juive, quelque chose de plus profond, c'est-à-dire c'est la solidité ou manque d'un régime, d'une société, d'un pays. Et de ce point de vue, les données sur l'immigration juive démontrent, à mon avis, modeste, une très grande faiblesse de l'apparat russe et soulèvent beaucoup de doutes aux égards du futur du pays. 46-го года это моя мечта была. Еще я была девушкой. Отец у меня погиб на фронте под Сталинградом. И никак я не могла это мечту осуществить. А сегодня сбылась нас существо. И, наконец, мы на своей родной земле, на земле наших предков, Израиля. Шалом, шалом. Hamish, Refusnik, Laalot, Hops, Utopia, Kibbutz, Café, Reagin.